Bonjour à tous et bienvenue dans Critique biaisée pour ce troisième épisode qui est en fait le deuxième que vous verrez, mais peut-être que ce sera le troisième quand nous aurons uploadé le premier sur Queen's Gambit, n'est-ce pas Romain? Aujourd'hui, vos serviteurs sont présents autour de cette table magnifique virtuelle. Romain, justement, qui n'a toujours pas mis The Queen's Gambit, premier épisode. Et coucou, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Nous avons aussi Olivier. Salut. Benjamin, qui normalement va pouvoir répondre. Il n'est pas à l'endroit où il devrait être, mais Benjamin, es-tu là? Tout à fait, bonjour, l'appel du devoir, peu importe l'endroit. Formidable. Et Pierre? Salut. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter, et Thomas du coup évidemment, et nous allons traiter aujourd'hui d'une série magnifique, quelque chose d'un petit peu exceptionnel, européen déjà. Nous ouvrons les borders et nous allons parler de la The Barrier. J'ai un accent espagnol, je ne sais pas parler espagnol. Mais avant tout, petit mot pour, non pas notre sponsor, parce que nous n'en sommes pas encore là, nous ne sommes pas très très connus, mais on voulait remercier quand même Remao, qui est un ami qui nous a fait un petit design, le magnifique petit micro que vous voyez dans la miniature, c'est Remao. Donc merci Remao. Merci Remao. Ouais, merci, ouais. On remarque qu'il y a qu'Olivier qu'on a rien à foutre, mais bon, c'est pas grave. Ouais, alors lui, par contre, ça le dépasse. Il est pas très sympa, Olivier. Ouais, il a pas trop aimé le logo, je crois. Bon, ça va, c'est qu'une image pour un podcast. Les amis, je vous propose de rentrer de suite dans le sujet et de parler de la Balla Contigo, avec un petit extrait d'abord du thème, de la petite chanson d'introduction. Romain. Cipreses como gigantes cabezas que con órbitas vacías el horizonte contemplan. On est d'accord que même le son, il est chiant. Ça rappelle ça colle tellement pas de bons l'ambiance, souvenirs. en fait. On en est là. Ouais, c'est exactement ça. Bon, Donc, pour résumer, La Balla es una serie de televisión española producida por Aster María en colaboración con Goodmood Production para Antena 3. Je sais pas parler espagnol. Alors, je vois que tu parles espagnol, mais je crois que ça se prononce, je veux pas dire de conneries, c'est la valla. Déjà, information intéressante. Après 13 épisodes, je sais toujours pas prononcer. Comme disait dans la célèbre chanson, Vamos a la Balla, a mí me gusta bailar. C'est vrai. C'est beau. Quelle belle anecdote. Waouh. On arrête donc le podcast ici. C'est le truc le plus intéressant. J'ai pris espagnol LV9. Petit résumé. Vaut mieux pas savoir. Espagne, 2045. Après la Troisième Guerre mondiale, le pays a viré dans ses vieux démons crasseux et se trouve dans un état totalitaire. La raison ? Un sujet plus que d'actualité, une épidémie de norovirus terrible qui a frappé la population, les faisant basculer vers la recherche de la sécurité au détriment de la liberté et diviser sa population en deux, les riches et les pauvres, séparés par une balla, une barrière quoi, clin d'œil historique palpable et qui semble prometteur. Dans cette terrible situation, nous allons suivre les péripéties d'Hugo Murica et sa fille Marta, accompagnée d'Alex, qui a rejoint Madrid suite à la mort de sa femme. Mais terrible, lors d'une visite médicale à leur arrivée à la capitale, Marta est enlevée. Ça a l'air bien dit comme ça. Ouais, Je viens de comprendre la série, c'est trop bien. Au début, quand tu vois ça, tu te dis ça va être intéressant. Nous allons développer pendant 1 heure pourquoi peut-être ce n'est pas le cas. Introduction parfaite, je vous pose, Romain, d'avoir ton avis, s'il te plaît. Alors que dire ? En gros, après un magnifique générique qu'on vient d'entendre, digne du Club Dorothée, un scénario soporifique écrit par des enfants de CE2 espagnols, après avoir embauché des acteurs refoulés de Plus belle la vie. Au final, dans cette série, ce n'est pas le virus qui est mortel. L'ennui. Waouh. C'est magnifique. Wow. On est sur Est-ce que t'écrirais pas sur la valla? Moi, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Pierre, à toi d'enchaîner. Moi, je sais pas quoi dire après une intro aussi merveilleuse, mais
À la base, je pensais que ça allait me plaire, surtout parce que un individu dans ce podcast nous a vendu comme si c'était une bonne série, mais je donnerai pas de nom parce que voilà, on n'en est pas là. Je connais mes goûts. On ne dénonce pas. Ouais, on commence par la un T. dénonciation, c'est pas bien. Non, mais du coup, moi, je pensais que ça allait me plaire parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. Et j'ai été très, très, très déçu. Je me suis ennuyé à mourir. C'était long. J'ai eu envie de stopper à chaque épisode, mais je me suis fait violence. Olivier. Mais en vrai, ouais, il y a des gros trous scénaristiques, les acteurs. Enfin, je sais pas, c'est nul, quoi. Je sais pas quoi dire de plus. Ça ne fonctionne pas a priori. Benjamin, Tanjamin, parce qu'on va dire que c'est lui qui nous a conseillé cette série. C'est pas du tout vrai. Je m'insurge. Que dire? Je pense que Robin a résumé vraiment mon avis sur la question. J'ajouterais que c'est peut-être la plus douloureuse et la plus longue des coloscopies qu'on puisse avoir dans sa vie. Voilà, c'est mon résumé. Et il parle d'expérience. C'est du graphique. Olivier, Tout à fait. s'il te plaît, dis-nous que tu as aimé. Waouh, Et tu vas ça va mettre être moins une note graphique. supérieure Ça à va deux. être moins graphique. Alors, je vais faire comme dans Dash et Lily, je vais essayer d'être le seul qui va défendre la série. Non, je déconne. Et le seul qui n'a pas vu la fin. Oui, c'est peut-être pour ça que je pourrais la défendre. Bon, globalement, moi, je suis parti avec un a priori positif. J'adore, tu vois, le genre de la dystopie. Même si 2020, je n'étais pas sûr d'être complètement prêt pour une nouvelle dystopie. Mais bon, bref. On va pas se mentir. Je crois qu'on l'a déjà tous dit. C'est vraiment une mauvaise dystopie. J'ai pas réussi à dépasser l'épisode 4. Donc, je pourrais pas vous parler de la fin. Voilà. Une vraie torture. Donc, la coloscopie, l'image, je crois que je l'ai bien. En gros, pour terminer, je pense qu'en fait, le truc qui m'a le plus frustré, quoi, c'est que ça aurait pu très bien plus se passer dans le passé. Ça marchait pareil. Donc, l'histoire n'est pas originale. Il n'y a vraiment rien d'intéressant au-delà du jeu d'acteur et de tout ce qu'on a cité. Mais là, en écrivant tout à l'heure ce matin, j'ai été frappé. Je me suis dit, je crois bien qu'il y a un peu de génie dans ce show et que j'ai compris ce qu'il voulait faire. Donc, c'est peut-être pas si mal. Fais Ok. extrêmement attention à ce que tu vas dire. On est sur l'entre... Non, mais c'est intéressant. Nous allons avoir un entre-deux. Mon avis, c'est que la Vaya, je sais toujours pas le penser, j'aurais dû prendre un petit cours d'espagnol avant ce podcast. Ça va tomber aux oubliettes de Netflix très vite et que malheureusement, la postérité ne retiendra jamais ces jeux d'acteurs flamboyants, la profondeur de cette dictature sanitaire ultra réaliste, cette émotion qu'on a tous eue avec les personnages très forts qui ont un jeu d'acteur équivalent au mien, l'ingéniosité de Bégonia. Enfin, tout ça, ça va s'envoler au paradis des fausses bonnes idées et c'est un petit ange, una potito, Je peux pas te pequeño laisser dire ça, angel Thomas. parti trop tôt. T'es bien meilleur acteur que le mec de la série, hein, faut arrêter. Putain, j'ai peut-être une carrière et tout. En Espagne, Bon, il y a des moyens. Passons, si seulement je pouvais parler espagnol. Rentrons dans le vif du sujet. Je pense qu'on a tous été très déçus sur le côté dystopique qu'on attendait tout, sur cette oppression et tout, et ça a été un carnage. Essayons de creuser pourquoi. Avant tout, petite introduction in espagnol. Mamá, estás enfadada. C'est l'extrait qu'on a choisi, Romain. Ça n'a aucun sens. Oui, c'est lui. Ok, très bien. Aucun. On a essayé J'ai de rien trouver des petits trucs qui pouvaient se raccorder, mais a priori, celui-là est un petit échec. Les amis, parlons peu, parlons bien, parlons d'oppression, parlons de dystopie. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On l'a tous dit, on était très impatients. Détaillons un petit peu pourquoi c'est une très mauvaise dystopie. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Il y a beaucoup à Pierre. dire qui Waouh. Bon, bah, Pierre, Waouh. Pierre, Alors, pour moi, je suis sûr que c'est chaud. la plus grosse erreur en termes de dystopie, et c'était notamment sur le régime. Quand ils essaient de montrer un truc très autoritariste comme ça, très oppressif, l'erreur qu'ils font, je trouve, et qui est vraiment dommage, c'est ce que gère bien par contre d'autres séries comme Handmaid's Tale, c'est d'être très graphique et de te donner une vision assez précise de quoi attendre du régime autoritariste en présence, en fait. C'est-à-dire que c'est en mode tous les outcomes et les trucs négatifs qui peuvent arriver aux personnages, tu vas les voir. Tu vas voir les mecs se faire tabasser dans des trucs, des prostituées se faire abattre une fois qu'ils ont plus besoin d'eux, des trucs comme ça, enfin des trucs dégueulasses. Mais c'est tellement montré que t'as rien qui est suggéré. Et je trouve que c'est mieux dans ce genre de série d'avoir une grosse utilisation du subjectif et de ton imaginaire et de te laisser vraiment, plutôt que de te montrer visuellement ce qui peut arriver, te laisser toi-même réfléchir en mode tiens, dans Handmaid's Tale, souvent c'est la scène du quelqu'un se fait embarquer dans un fourgon, tu sais jamais ce qui se passe, t'en vois les conséquences plus tard,
Mais entre-temps, ça te crée une vraie situation entre guillemets de stress. Alors que là, en général, dès qu'il se passe quelque chose avec le régime ou quoi que ce soit, c'est tellement montré, c'est tellement visuel que je sais pas, ça te secoue jamais, tu te sens jamais oppressé. Alors que pour moi, c'est dans les dystopies le truc le plus important, quoi. The Handmaid's Tale, c'est chaque épisode est oppressant, chaque interaction, chaque conversation dangereuse, t'es pas bien. Alors que là, t'en fous en fait, tu sais qu'il y a aucune conséquence, je sais pas comment dire, mais ouais, ça. Pour continuer ton point, je trouve que ça se voit assez bien aussi donc comme tu dis, il y a pas le côté oppressant quand tu montres pas des choses, mais en plus ce qui est montré, c'est mal montré, c'est-à-dire que la photographie, mais elle est à pleurer, quoi. On dirait un téléfilm. Les images sont dégueulasses, les mises en scène sont pas folles, l'utilisation des plans, etc. est pas du tout au niveau de ce qu'on pourrait espérer pour une série qui doit déranger, quoi. Donc je suis complètement d'accord avec toi qu'en montrant autant, mais de manière caricaturée et pas très réussie, ça fait pas le taf, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais Puis en c'est clair que plus, ça fait pas le taf. Ah, vas-y, Romain. Vas-y, t'as qu'à parler avant moi, je te dirai rien, Benjamin. Ok, vas-y. Non, en j'ai vrai, compris, comme dit Olivier, y a rien ne va. Le découpage est mauvais, le montage est mauvais, les cadrages sont mauvais, les acteurs sont mauvais, la photo est mauvaise. Et en plus de tout ça, pendant 13 épisodes, on voit 3 lieux. En vrai, on voit 3 endroits. La rue, le checkpoint et chez Louis, là. Et c'est tout. Pendant 13 épisodes, donc 13 heures. C'est un peu long, quoi. Il y a rien qui colle. Non, mais totalement. Puis en plus de ça, ce qui nous est montré, alors, non seulement c'est redondant, c'est moche, ça n'a aucun intérêt, on n'est pas projeté en fait dans l'univers. Et en plus de ça, on peut quand même noter le niveau total, enfin le niveau absurde, pardon, de clichés qui est véhiculé par chaque image. Un régime totalitaire, c'est pas forcément 2045 égale le retour des mecs en complet cuir, avec une emblème qui rappelle une croix gammée un peu déformée, et qui vont être très très vilains parce que ce sont des méchants SS. On a l'impression d'être dans un espèce de sketch des inconnus qui parodierait ce que devrait être en fait un régime totalitaire. Tous les clichés sont là, quoi. Il leur manque plus, franchement, que les Espagnols commencent à parler allemand. C'est tout ce qui manque. Ton accent, je me suis suis demandé complètement si c'était un d'accord avec accent espagnol ou allemand, du coup, quand tu as fait le SS. Mais... Après, je pense qu'ils ont voulu peut-être exorciser leur passé franquiste, mais c'est mal fait, du coup. En fait, Non, moi, je pense que tout part de là. Je pense qu'il se disait qu'on saurait pas qui c'est les méchants s'il n'y a pas des mecs déguisés en SS en fait. On saurait pas, quoi. C'est pas assez évident et du coup ils sont obligés de montrer des nazis, quoi. Clairement, sinon on sait pas qui c'est les méchants. C'est trop dur. Il y a tellement c'est de tout le nuances dans les problème. personnages de cette série, quoi. C'est tout le problème de la série. Et je pense que clairement, moi, ce qui m'a le plus déçu, c'est que ce que j'attends d'une dystopie quand même, c'est d'apporter un regard neuf et d'éclairer un potentiel futur. Là, honnêtement, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais pour moi, ça parle beaucoup plus du passé de l'Espagne que d'un potentiel futur. Oui, et du coup, et puis c'est pas original, quoi. Donc en fait, tu as une polarisation qui est hyper vue et revue entre les riches et les pauvres, et c'est hyper littéral puisque c'est matérialisé par un mur, tu vois. C'est un état policier, c'est des gentils très 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 gentils avec des méchants très 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 méchants, mais des enfants très 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 mignons, quoi. Et globalement, c'est ça l'histoire. Et ça se voit jusque dans les costumes. Ça, c'est un des trucs qui m'a vachement marqué aussi. C'est cette espèce d'esthétique un peu très rétro et légèrement futuriste, mais surtout rétro, sans que je comprenne vraiment pourquoi. Donc, clairement, ils sont habillés et tout se passe comme si... En gros, tu prends la même histoire, tu la places en 1945 ou 43, ça marche totalement, quoi. Dans l'Espagne franquiste en pleine Seconde Guerre mondiale, tu peux faire la même histoire. Et tu vois, par exemple, sur les costumes, sur la manière dont ils sont habillés, on vient de parler du fait que une partie des gens ressemblent à des SS, etc. Ce que je trouve est très étrange parce que il y a plein de moments où il y a des discours, il y a des prises de parole du président ou des ministres et tu sens que c'est un État qui essaie de faire semblant de ne pas être totalitaire. Pour autant, tu vois des militaires partout, ils ont une espèce d'insigne qui ressemble à une croix gammée, et en fait, tu dis, c'est pas très cohérent. Est-ce que tu es en train d'essayer de ressembler à une démocratie, mais et empiéter sur les libertés, ou est-ce que tu assumes être un État totalitaire? J'ai pas réussi à comprendre. En plus, l'esthétique est très rétro, comme je disais. Et par exemple, je pense qu'on va souvent prendre ce point de comparaison, mais dans The Handmaid's Tale, les habits sont ultra rétro. Mais c'est logique parce qu'il y a une idéologie, il y a un culte des traditions qui s'explique. Et donc, en fait, ça sert le propos. Ici,
J'arrive pas bien à comprendre pourquoi les mecs sont habillés en nazi, pourquoi les riches derrière le mur, ils ont des servants qui sont habillés comme si c'était en 1920, etc., etc. Donc, je trouve vraiment qu'il y a un truc qui marche pas, quoi. Pour rebondir sur ça, pour moi, de manière plus globale, il manque la philosophie qu'on attribue en fait au nouvel ordre établi. Tu vois, la profondeur qu'on aurait effectivement dans un Handmaid's Tale où c'est creusé ce sujet. Après, c'est dur, c'est des séries qui n'ont pas le même budget, qui sont pas, c'est pas la même chose. C'est sûr. C'est incomparable. En revanche, si on fait l'extract, c'est de ce que tu dis, Olivier, pour moi, c'est pareil, c'est ce côté philosophique. Il n'y a pas de profondeur, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qu'incarne ce nouvel gouvernement. Du coup, on n'a pas cette idée vraiment de la dystopie. On voit juste un état à un moment donné, des choses qui se passent, des faits qu'on nous montre un peu trop graphiques, comme tu le disais aussi, Pierre. En revanche, il y a vraiment rien. Et même quand, à un moment donné, il y a cette fameuse, la deuxième partie de la série est plus révolutionnaire, où on va aller scander la libertà, on se révolte, etc. T'as 100 pecnos sur une place, en face de 10 pecnos qui ont des armes, et c'est tout. Tu vois, il y a pas vraiment, y compris dans ce déroulé où ils auraient pu en faire quelque chose, la révolution ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a rien sur lequel se révolutionner. C'est juste la liberté, l'appropriation de la liberté. Mais c'est quoi le régime d'air? C'est quoi qui se passe vraiment? C'est pas du tout profond. Et c'est pour ça que ça marche pas au-delà de ça, et que tout paraît désuet, quoi. Je pense pour rebondir là-dessus que effectivement, le vrai problème de ce régime vient de son opposition. Sans opposition, il n'y a pas de régime totalitaire. Parce que pourquoi est-ce qu'il serait totalitaire? Enfin, il faut pour distinguer le noir, il faut qu'il y ait aussi du blanc. Il faut qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière. Tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que si jamais tu as un régime totalitaire, on te dit juste il est très très méchant, vraiment, c'est vraiment pas bien ce qu'ils font. Mais que derrière, tu n'as vraiment personne en mesure de se révolter et de t'expliquer pourquoi ils souffrent, pourquoi ils devraient se révolter, on n'y croit pas. Dans l'occurrence, là, déjà, toute l'imagerie est absolument scandaleuse. Donc, tu n'arrives pas à te projeter. Le propos même qui est donné est mauvais. Donc, tu n'arrives pas à te projeter. Les résistants que tu vois dans la série, il y a 2 connards, dont un mec qui utilise 2 béquilles pour se déplacer et une fille qui a l'air bête comme ses pieds. C'est les 2 seuls résistants qu'on nous montre au début de la série. Comment tu veux te dire, il y a une menace derrière si tu as 2 mecs qui ont du mal en fait à... Et c'est pire que ça, je trouve. C'est que alors une bonne partie des plots, vraiment des développements des personnages et de l'histoire, c'est complètement lié au fait que tu as des personnages qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à comprendre. L'action, globalement, elle commence, à part dans le premier épisode, l'action, elle commence en 2045, donc 30 ans après un changement de régime, etc. Et des cataclysmes assez forts. Tous les personnages sont en train de gueuler dès qu'ils vont dans un guichet voir l'administration, dès qu'ils sont face à des militaires, ils leur gueulent dessus. Ils n'ont aucune street smartness. C'est comme si... je comprends pas. T'es censé tu comprends qu'il y a des gens qui disparaissent, tu comprends que t'es en train de perdre des libertés, que t'es pas libre, et t'arrives et tu fais « Oui, alors moi, quand même, j'avais droit à ci, et elles sont où mes allocs ?» Enfin, tu dis « Mais ça n'a aucun sens, en fait. » C'est pas du tout logique de se comporter comme ça. Et donc, ça revient à l'histoire de l'angoisse qu'on devrait ressentir parce que c'est une dystopie, et qu'on ressent pas vraiment parce que, franchement, la moitié des personnages, la moitié de ce qui leur arrive, ça leur arrive par leur faute. Parce qu'en fait, ils ont des comportements pétés que tu n'aurais probablement pas dans un monde où tu peux disparaître d'un claquement de doigts, quoi. Et pour moi, je rebondis là-dessus, ça introduit un des autres gros problèmes de la série, et qui est justement important dans la plupart des dystopies, je trouve, c'est le manque cruel de conséquences. C'est-à-dire que tous les personnages sont, comme tu dis, dans des situations où ils se montrent assez ouvertement anti-gouvernemental, où ils prennent la tête avec des militaires. Alors, des fois, tu comprends pas, ils se font taper, des fois, il se passe rien et ils sont sympas. Enfin, il y a une espèce d'incompréhension de quoi s'attendre avec le régime. Et les personnages, ne subissent pas les conséquences de leur action. T'as pas un personnage principal qui meurt alors qu'ils sont toujours au devant de la scène comme les figures de proue de la Révolution. Alors que en face c'est les gros méchants, mais faudrait quand même pas éliminer un membre du cast principal dès le début, ce serait dommage. Enfin, je sais pas, mais déjà, ça me fait juste penser à la scène du début où Sarah essaie de s'enfuir, où elle va se faire abattre par un nazi, et t'as Louis, ou je sais plus comment il s'appelle, qui lui tombe dessus in extremis, alors qu'il a aucune idée d'où elle est. Et ouais, c'est vrai que ce serait dommage d'avoir un membre du cast qui meurt, alors que clairement les conséquences elles doivent s'appliquer. C'est dommage, c'est juste dommage. Je propose de partir là-dessus et d'aller sur le deuxième thème, qui est plus les raisons du naufrage, justement, qu'on développe un petit peu plus tous ces loupés, parce que je voulais faire un petit focus sur la dystopie d'abord, et après aller sur
tout le reste, quoi, au final, qui est vraiment chez. Donc, Mm. Romain. Ah oui, avant, pardon, jingle pour la question Blitz, s'il te plaît, Romain. La question Blitz. La question Blitz. Ah, on Très n'a toujours pas rapidement. changé, donc. Ah, toujours Et pas. merde, Ça n'a Il pas faut- changé, c'est toujours aussi bien. On Le a toujours monde pas de un- l'envie. On n'a toujours pas un Rémao qui veut nous faire un jingle. Si quelqu'un qui s'est Mais intéressé sinon, nous clair. écoute, Nous, on peut Le Rémao enregistrer de vos l'image. jingles s'il faut. Il n'y a pas de souci. On fait ça gratuitement. c'est vrai, on peut faire des scènes quand il n'y aura plus le confinement. Question Blitz, les amis. Tout simplement, très rapidement, votre dystopie préférée. Facile. Olivier? Waouh. Ouais, c'est dur. C'était pas bonne préparé. question. Honnêtement, pas si facile. Je dirais The Handmaid's Tale dans les récents, ouais. Pas mal. C'est série ou film? Ah, tout Les deux, confondu. n'importe. Même livre, même Ok. ce qui vous On peut parler plaît. littérature, d'accord. Ouais, on peut. Soyons ouverts. Il n'y a pas de sous-culture. Tout Ah, est- même en des littérature, jeux je vidéo. parlerai de Fahrenheit. Je crois que j'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Pas mal. Cool. Pierre, une idée? Bah, moi, et pour le coup, c'est surtout la meilleure exemple de comparaison, je trouve, avec cette série. C'est vraiment The Handmaid's Tale où j'ai trouvé l'aspect des Utopiens et leur régime très, très, très bien exécuté. Et du début à la fin, ça te prend en haleine et ça te montre quelque chose qui est intéressant. Enfin. Et puis surtout, ça développe un truc que j'aime beaucoup en dystopie, c'est chercher de l'humanité là où il y en a pas. C'est-à-dire que tu te retrouves avec des personnages qui ont tellement peu d'humanité que dès que t'envoies une once avec Lydia, un des personnages qu'on voit régulièrement, tu t'y accroches comme si c'était un bon personnage, alors que tu sais qu'en fin de compte c'est tous des raclures, quoi. Et je trouve qu'il mettait ça en exergue d'une très très bonne façon. On fera un épisode spécial, Pierre, pour parler de The Handmaid's Tale, du coup, peut-être. S'ils font une Allez. série. Ah non, il n'y a plus de série, en fait. Il n'y a plus de saison. C'était sage. Romain. Moi, ça va être un film et d'assez loin, pour moi, c'est Blade Runner, le premier, Ah oui. Ah, belle. que je trouvais exceptionnel. Belle. Pour moi, c'est de loin le meilleur. Et je pourrais même Formidable. caser un petit Wall-E, que j'aime beaucoup. mais en second. nice. Bien joué. Wally, très bien, très bon choix. Ouais. Il est vraiment oui. intéressant. Wow, quelle originalité. Like. Il est fort, ça. Benjamin. Moi, personnellement, je dirais Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Qui est un livre, du coup. Et je trouve que là-dedans, la dystopie est vraiment... c'est une très belle dystopie, extrêmement bien expliquée. Le régime en place est clair, limpide. Les enjeux sont clairs et limpides aussi. Les personnages sont intéressants. Forcément, c'est un livre, mais ça n'empêche pas que ce soit bien écrit. Et ouais, je pense que c'est mon meilleur point de comparaison pour juger toutes les dystopies que je suis amené à voir ou à lire. Joli. Bon point de référence. De mon côté, ce sera Bienvenue à Gattaca, qui est quelque chose que j'ai adoré, qui est aussi quelque chose lié à la oui. SF, très, très bien amené, mais toute la notion de problèmes liés à la génétique, à l'eugénisme, etc., sont extrêmement bien développés. Et du coup, pour moi, c'était un bon point. J'avais aussi le transpersonnage, parce que c'est assez fun. C'est aussi une télé adaptée en film, adaptée en série télé aussi sur Netflix. Et Mad Max, of course. Mais voilà. Moi, j'ai eu un peu de temps pour préparer, du coup, j'ai noté toutes ces idées. Donc voilà. Les amis, nous passons maintenant au deuxième thème. Nous allons rentrer dans le naufrage, nous allons aller dans les archives du Titanic. Pourquoi c'est pas une série faux folle. Jingle. Alors là, vous remarquerez encore un choix magnifique, mais il y a une raison derrière. Parce que un de ces naufrages est le personnage détestable. Alors pour le coup, c'est ni méchant ni gentil, mais juste t'as envie de la haïr, de lui cracher dessus. C'est triste, mais c'est Bégonia. Bégonia, c'est l'enfer. À chaque fois qu'elle apparaît dans cette série, elle contribue au naufrage. C'est un peu un capitaine du naufrage. À chaque fois, elle n'apporte vraiment rien. Du coup, je voulais vous avis, au-delà de la dystopie ratée qu'on a pu évoquer, tout le reste, lâchez-vous. C'est quoi que vous avez détesté du son, des personnages, des faits marquants. Vous pouvez me parler de la fin. Olivier, vas-y. T'as envie de Olivier lâcher. nous parle de la fin, merci. Parlons de la fin pour moi. Alors, Nous t'écoutons. tu vas rigoler, mais comme on a préparé un peu cette émission et vous parliez un peu de la fin, j'ai été curieux, je l'ai regardé. Donc, j'ai le dernier épisode. Et j'ai vu ce fameux saut qui était vraiment... Le saut est magnifique. rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder la série. Il y a un c'est tout clair. petit passage dans les 10 dernières minutes qui valent le coup. Ouais, j'allais dire, je l'ai un petit peu abordé juste avant, mais donc l'écriture que je trouve très feignante, quoi. Parce que globalement, l'intrigue, elle avance essentiellement parce qu'il y a une poignée de personnages qui sont tous liés et tout se passe autour d'eux, quoi. Mais alors... complètement, et comme je disais, la plupart du temps, une bonne partie des complications, etc., c'est parce qu'ils ont des comportements pas du tout alignés avec le monde dans lequel ils sont, et ou donc sans conséquence. Donc en fait, l'écriture, elle est vraiment particulièrement mauvaise, quoi.
Oui, l'écriture est mauvaise, mais tout est mauvais. De toute manière, en fait, c'est ce qu'on disait au premier chapitre, c'est que tout est mauvais. Et je pense qu'il n'y a rien à sauver. Mais vraiment rien. Donc, les décors sont nazes. Les décors acteurs, sont ils à à rire. complet- Ouais. Les acteurs, ils sont à l'ouest complet. Il n'y en a aucun qui va. Même la petite, là, elle n'a aucune émotion. Aucune. C'est un robot, un droïde. oui, c'est une J'ai même horreur. cru qu'on allait nous annoncer que c'était un droïde à un moment. Et j'étais du coup déçu, mais. Alors C'est attends, improbable. est-ce que vous avez été choqué ou pas? Puisque donc, dans ce monde-là, il y a aussi une pandémie. Alors, moi, le premier truc que j'ai cru d'ailleurs, hein, pour expliquer à quel point c'était un naufrage, je me suis dit, c'est forcément, ça a été produit entre les 2 confinements là, pendant 2020, et c'est pour ça que c'est tout pété. En fait, pas du tout. Ça a été filmé début 2019. Donc, je veux pas lancer de complot, hein, mais quand même, le Real et Netflix, s'ils avaient voulu, tu vois, créer le Covid pour faire la promo du film, ça serait Ah, ils sont forts. pas mal, parce que quand même, ils ont prévu la pandémie, ils ont prévu la fermeture des frontières, ils ont même prévu les gens qui portent pas de masque. Enfin, franchement, Je pense que et l'État personnellement, la Mais série ils a ont tué plus de prévu, gens que la Carlos. pandémie, hein. D'ennui, je pense. Ouais, Ah j'avoue. oui, clairement. D'ailleurs, ils portent rarement des masques, ce que je trouve quand même particulièrement, même dans l'épisode 1, vraiment tout premier épisode. Donc les gentils, très 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 gentils, ils arrivent depuis la campagne à Madrid, puisque l'essentiel de l'action se passe à Madrid, je suis pas sûr qu'on l'ait dit. Ils arrivent à Madrid et ils ont été en contact a priori avec quelqu'un qui a eu le virus, et ils font tout pour que ça se sache pas. Donc là, en gestion de pandémie, on est sur des experts. Oui, mais là, Ouais, c'est mais différent. juste- Tu rentres dans le côté totalitaire. C'est-à-dire que là, on est dans un état où les gens qui sont contaminés ou qui ont été en contact, en fait, tu vas pas les revoir. Ils en sont conscients. Ouais, mais Je pense qu'ils Mais ignorent je crois pas qu'ils en volontairement soient conscients. Ils arrêtent pas d'aller gueuler sur chacun des militaires Oui, qu'ils rencontrent. mais non, mais ils C'est sont pas vrai, censés- ils peuvent pas sont avoir les censés deux. en être conscients. En fait, c'est vers ça comme ça. Non, mais très clairement, tu te doutes très bien dès le premier instant que ceux qui sont contaminés, ils vont pas revoir le monde, quoi. Et en plus, s'ils sont mis dans le même panier que des gens qui sont contaminés, ils ont un risque d'être de nouveau, Mais, non. d'être exposés. Moi, je pense Mais- qu'ils ont à juste, 100%, ils ont quoi. juste super bien sondé la nature humaine et ils ont compris que quoi qu'il arrive, on fera tout pour pouvoir défier le confinement, la protection Ça, des autres. On s'en fout. Et voilà. Moi, je pense que c'est Mais ça. est-ce que- C'est est-ce ça que le vous pensez- propos de fond. Non, Est-ce mais que vous t'as- pensez pas, alors c'est peut-être que moi qui me suis dit ça, mais est-ce que vous n'avez pas eu l'impression qu'en final, on s'en foutait quand même pas trop mal de cette pandémie? C'était pas vraiment le sujet central, alors que c'est quand même normalement la base même de l'établissement de la dictature. Il y a eu donc ce virus extrêmement létal qui est arrivé, et donc forcément, la dictature s'est mise en place pour protéger les gens, entre guillemets. Mais finalement, on s'en fout complètement de ce virus. Et vous savez pourquoi? À mon avis, parce que les personnages principaux sont invincibles. Exactement. À partir de là, peu importe qu'il y ait un virus mortel, même peu importe en fait que ce virus, par exemple, se traduise dans une explosion nucléaire en fait de chacun des gens qui sont infectés, les personnages principaux vont survivre. Et du coup, c'est traité par-dessus la jambe. Parce que comme eux, ils peuvent pas mourir, c'est pas très grave si t'as des figurants dans le fond qui... C'est ce qui se passe, non? D'ailleurs, vers tout le milieu c'est les épisodes que j'ai pas vus, mais j'ai vu les récaps. Donc, je pense que je peux en parler aussi bien que vous. Très bonne Mais d'après les récaps, Mais quelle honte! D'après les récaps, il y a Escroc. tout un passage où parmi les personnages qu'on voit vraiment beaucoup, il y en a qui tombent malades et en fait, ils essaient de les sauver par magie, j'en sais rien, bref, et ils les manipulent comme s'ils avaient rien, quoi. Enfin, ce qui est assez, comme tu dis, en fait, personne n'a peur de ce virus, très peu, c'est dramatisé Mais de oui. temps à autre, À mais un l'essentiel du temps, À un moment, il y a quand même, sur la fin, justement, le virus revient d'aplomb parce que tout le plot est fait autour de enlever les enfants pour sauver le plus grand nombre. Ça existe. La menace est persistante. On la voit mal, effectivement, pour les raisons évoquées, à savoir les personnages principaux sont invincibles. En revanche, à un moment donné, le fils, du coup, du ministre et donc, du coup, de celle qui est en charge du CIM tombe malade. Et là, on voit l'affolement, on voit le truc. C'est ridicule, c'est très mal amené. Le spécialiste le frère, donc, du coup, qui est spécialiste de la maladie, va toucher son neveu avec les gants contaminés. Enfin, c'est débile. Après, on est très sensibilisé à ça en 2020, mais bon, c'est horrible. Mais il y a quand même ce fond de maladie qui revient et on comprend parce que le fil, le cheminement de pourquoi les enfants, pourquoi Martha au début est emmenée, pourquoi il y a un petit camp d'enfants, pourquoi du coup c'est les angels, etc. Et à un moment donné, on va se servir de leur sang pour essayer de résoudre le problème.
on le voit, il est évoqué, il est amené. Mais je suis totalement d'accord, c'est en trame de fond, c'est nul, c'est très mal exploité et c'est très dommage. Pierre, tu voulais... Et au regard de surtout- 2020, oui. je pense que ça survit pas, quoi. Parce qu'en fait, nous, on a un regard qui est vachement aiguisé sur comment tu fais gaffe à un virus. Et il y a vraiment pas le b.a.-ba, là, quoi. Il y a la moitié du temps, tout le monde s'en fout. Tout le monde se comporte d'une façon qui, clairement, en 2020, paraît très étrange. Moi, je sors dans la rue, je vois le sourire de quelqu'un, là, aujourd'hui. Je suis pas bien, parce que il est censé porter un masque, c'est pas normal. Non mais Ouais, ouais, c'est et puis sûr. Et en plus, je pense que le virus ne fait pas peur. Désolé Pierre. Le virus fait pas Ça fait peur 2 parce fois, qu'on c'est a pas grave, le hein. contexte, il est balancé comme ça au hasard. On a un contexte qui nous est balancé sans fond, aucune explication. On sait pas à cause de qui, on sait pas comment. En fait, c'est la série, on aurait pu l'appeler Osef. C'est vraiment Osef la série. C'est bah voilà, allez vite démerdez-vous. Il y a un virus, on sait pas pourquoi, mais il y a un virus. Moi, j'avais la Et balle c'est- arnaque. Voilà, chacun son truc. Ouais aussi, ouais. Waouh, j'adore la balle arnaque. Mais du coup, ce que je voulais dire avant de me faire couper la parole à peu près 5 fois, Ouais, donc je disais, non, c'est que Vous entendez, Pierre effectivement, ils reviennent sur cette intrigue pour la rebalancer sur le côté juste après. C'est-à-dire que, ouais, ils te l'amènent pour pouvoir justifier l'enlèvement de la gamine et la remettre au centre du plot. Et puis juste après, en fait, bon, bah, il y a une méga pandémie, la moitié de la population est contaminée, il faut vite tous se cacher, etc. Ah mais non, on va faire une révolution maintenant. Et puis tu ne revois plus du tout les conséquences de ça. Juste après, t'as le rassemblement final où tout le monde est content de la présidente, mais j'ai même pas envie de parler de ça. Enfin ouais. Et puis évidemment, depuis le début, ils ont le remède, mais ça n'a jamais été exploité. Il y a littéralement la plot armor injectée dans la nuque des 2 gamines qui est là depuis le début et qui ne sert finalement à rien. Non, mais- Ça peut être réglé dès le début, ça peut être mis C'est- en avant, ça peut C'est être exactement exploité. ça, Pierre. C'est C'est honteux. exactement ça. C'est juste honteux. L'anneau en scénarium pur Ah qui oui. sont injectés dans le cou des 2 gamines, il faut quand même qu'on m'explique ça. En termes d'écriture, il faut vraiment que le scénariste y vienne et il m'explique en face à face devant un café. Parce que sinon, je serais capable de le C'est des retrouver, enfants, de ils lui sont faire pas en vacances là. Ah oui. Elle a 8 ans, elle arrive bientôt. Ah, merde. Alors en interview, t'inquiète. Ouais, bah je lui paierai le goûter, mais il faut qu'elle m'explique. Non, mais en vrai, le truc, c'est, on a donc dans la première scène de la série, on t'explique qu'il y a un mec, donc 20 ans avant les événements qui nous concernent, 25 ans je crois, a trouvé le remède. Qu'est-ce qui se passe? Les gens, le pouvoir en place apparemment, le capture et on imagine qu'il se fait tuer. Parce que c'est à peu près, on y est mort en fait, on le reprend à la fin, il est vraiment mort, il n'a pas été juste détenu, etc. Donc depuis le début, ils ont la solution et on nous fait croire que la femme du coup du ministre de la Santé, donc j'ai parfaitement oublié le nom, elle galère de ouf à trouver un remède, que c'est très très dur et que c'est elle genre qui est top, qui est la tête de la recherche, qu'elle est vraiment la meilleure en fait, que sans elle, la recherche n'avance pas. Alors qu'il y a un connard, il y a 25 ans, qui avait déjà trouvé la solution et un truc hyper efficace. Et en plus, Alors, sa femme si le je me savait, le permets mec a de- trouvé la solution, quoi. Donc ça, encore une fois, génie, quoi. Au-delà de... Alors, il y a un truc intéressant d'ailleurs avec ce personnage, on l'a pas trop cité, qui est un peu la grande méchante de l'histoire. Il y a un truc que j'ai trouvé quand même assez fou, c'est en termes de diversité de manière générale. C'est une série où on voit très 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 peu de diversité, c'est quasi que des blancs. Et les femmes sont toutes, même quand elles ont du pouvoir, du génie, un savoir-faire incroyable, elles sont toutes montrées en train d'utiliser leur corps, leur sexualité comme un instrument pour pouvoir faire des choses. Et ce personnage-là, je pense qu'on la voit en sous-vêtements un épisode sur 2, quoi. En tout cas, ceux que j'ai vus. Oui, c'est vrai. Et pour la J'ai trouvé ça diversité, super vu que t'as choquant. vu que t'as pas vu toute la série, en fait, à un moment, il l'explique. Je te le dis du coup. C'est que tu vas pas m'avoir 2 fois, je te dis direct. C'est que du coup, en gros, il y a Bégonia qui explique qu'à un moment, ils ont dû éradiquer tous les, je cite, basanés pour faire du ménage et que du coup, voilà. C'est que Donc, c'est sous-entendu, justifié. hein, c'est sous-entendu. C'est pas Donc, il aussi explicite, justifie. mais déjà, à l'époque, on voyait plus de gens basanés. Enfin, je sais plus si c'était le terme exact, mais en gros, il sous-entend qu'il y a eu un changement radical là-dessus. Mais on est d'accord que c'est, comme on disait, enfin, je trouve ça particulièrement pété parce que ça ressemble beaucoup plus à des scénaristes qui se rendent compte à un moment, oh là là, notre casting, il est pas du tout divers. Et en fait, puisqu'il n'y a pas d'idéologie, on l'a dit, ce régime n'a pas Non. d'idéologie et c'est pas du tout visible. Donc, c'est pas comme si c'était un propos qui pouvait avoir, tu vois, du fond et expliquer des choses. Non, non, là, il n'y a pas d'idéologie, il n'y a pas de diversité et à un moment, dans une ligne de dialogue, on te glisse que, oui, non, attends,
pas folle la guêpe. On l'avait prévu. C'est vraiment pensé, hein, vraiment. Du coup, ça excuse tout. Mais en fait, pour moi, ce genre, finalement, ce qu'on vient de regarder, c'est pas une série à laquelle on est habitué. C'est une série de l'ancien temps. Finalement, c'est ce qui différencie les téléfilms des nouvelles séries, des TV shows. Tu sais, c'est comme avant, il y a 20 ans, quand aucun acteur hollywoodien voulait faire des séries. Parce qu'en fait, c'était de la merde. Tu savais que c'était mal dirigé, que il y avait très peu de budget, etc. D'ailleurs, c'était la honte d'être acteur sur les téléfilms. Et là, on est en plein là-dedans. Là, c'est un truc qu'on aurait pu comparer à l'époque sur Rick Hunter, sur Dick Hunter, sur Maigret, Columbo. Tous les trucs, on s'est fait chier dans notre enfance quand on parlait de séries. Et Je là, peux pas on te est en laisser plein dire ça de Colombo. Je suis désolé, mais tu fais Colombo, Team Colombo. j'adorais. Intéressant. Moi, je suis Team Colombo et Arabesque, les deux. Mais du coup, t'as aimé là-bas. Non, mais je pense que tu as complètement raison sur le fait que c'est plus un téléfilm. En fait, c'est même, en gros, moi, j'attendais une dystopie. Là où, en fait, c'est pas particulièrement une dystopie, c'est un élément de fond, c'est des disruptions qui permettent de faire une espèce d'action movie, mais enfin, un action, c'est plus un téléfilm d'action, donc assez pété, où l'action, tu vois, avec des gros cliffhangers, etc. Et globalement, la dystopie, elle est juste là en fond, mais elle n'est pas développée, quoi. Non, c'est c'est triste plus belle la parce vraie. que c'est pas belle. Waouh. C'est un problème parce que. Mais tu crois pas si bien dire? Pardon, Tom, je me permets juste de rajouter. Tu crois pas si bien dire parce qu'on a une partie du cast, une bonne partie du cast, en fait, c'est des comédiens plutôt de telenovela, donc de ces Des fameux comédiens. téléfilms, Ça ces m'étonne pas, fameux hein. téléfilms que tu as Quelle surprise. dans le monde espagnol, Comédien. hispanique, et du coup, ça explique probablement une partie de la direction et du jeu d'acteur, quoi. Mais ça Après, m'étonne pas c'est- parce que tu le sens dans les relations des personnages, c'est en mode à chaque fois il se trouve qu'il y a un plot twist et qu'ils sont reliés d'une façon ou une autre. Tu sais, ça revient à ce que tu disais à un moment en mode tous les personnages sont liés d'une façon ou d'une autre. Et ça, je trouve que c'est typique de ce genre de truc mal écrit, quoi. Bah oui, genre le petit copain de Et non, la- mais de la- Carlos. comment il s'appelle, le petit Carlos. copain de la Carlos. ouais, Carlos, qui est un c'est- gars qui, au début, on sait pas trop ce qu'il sait faire dans la vie, etc., ou ce qu'il fait, mais il devient un espèce de ninja qui arrive à rattraper Ça, des c'est situations. Tu fais, mais c'est qui ce gars? Et puis le même mec, en 2 jours, régime. apprend à manier un fusil à la Ouais. de précision. Ah ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Il devient vraiment le ninja, quoi. Et tu te dis, mais d'ailleurs, mais pourquoi ils t'ont pas tué? Enfin, ça n'a aucun sens. Et Ce il personnage, développe cet plein de arc-là. Et c'est clairement l'exemple parfait de ces personnages qui sont tous liés les uns aux autres et à qui il arrive des trucs vraiment absurdes et que c'est comme ça que tu fais évoluer l'histoire. C'est exactement le bon indice de ouf, on est dans une telenovela, dans un téléfilm et pas du tout dans un propos, quoi. Dans une série Ça et les love dystopienne, interest balancés de partout avec à chaque fois il faut que chaque personnage ait son love interest d'un côté ou l'autre. Enfin ça Même pareil, c'est typique quand il a même pas vieille lieu. série. Parce que Même quand ça a pas lieu nos d'être. 2 personnages principaux ont une espèce de love interest dégueulasse qui s'établit entre eux, alors que le mec a perdu sa femme il y a même pas une semaine, hein, rappelons-le, et que elle est toujours en couple avec un mec qui est vivant, et ils arrêtent pas de se tripoter, mais vraiment vénère, hein. Ils sont toujours à moins d'1 mètre l'un de l'autre, en train de se toucher le bras, le visage, de s'enlacer et tout. Ils se regardent en mode quand même, je pense que là, ça m'emmerde même un petit peu que mon mec soit vivant, parce que je suis à 2 doigts de craquer, en fait. Non mais Je suis étonné qu'il craque pas Putain. d'ailleurs. Quand il buvait la bouteille, Ah, craque sur pas, mais le toute stop, la série, t'es en là, mode, mais c'est calmez-vous, triste. en fait. C'est calmez-vous. triste. Mais en fait, c'est une série romantique. C'est pas une dystopie finalement. En fait, c'est ça. C'est qu'on l'a tous Oui. pris. Mais ce qui est dommage parce que le réalisateur, la manière dont il le promeuve, j'ai lu beaucoup d'articles en espagnol tout à l'heure. Merci Google Trad. Et en fait, la manière dont il le promote, c'est une dystopie. C'est je voulais illustrer un futur proche qui nous attend. Je voulais rentrer dedans et réussir à montrer une dystopie à l'espagnol. Enfin, c'est vraiment le truc principal. Alors que c'est une série sur une famille et c'est une série d'amour. C'est une série juste entre des personnages. C'est chiant et c'est le téléfilm où normalement c'était diffusé le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Ça aurait été parfait pour la sieste. Maigret again. Et c'est Et exactement donc ça, c'est- Thomas. C'est qu'en fait, le vrai problème de la série, c'est que c'est pas une série Netflix, c'est une série France 3. Et je pense que c'est ce qui fait chier tout le monde, en fait. mais C'est là- que quand tu regardes une Netflix, tu t'attends à un peu mieux que ça, en fait. Tu t'attends à une base, même si la série est un peu conne, tu t'attends à une base scénaristique, une base de trame qui soit un peu plus forte que ça. Là, Là où c'est tu me clairement de la rassures, série Thomas. France 3, quoi. Là où tu me rassures, Thomas, c'est que du coup, il y a vraiment un mec qui a pensé ce scénario d'ailleurs. Parce que moi, je pensais au début que c'était des tests d'IA, tu sais, pour mettre en place des scénarios automatisés et que c'était pour ça que c'était autant de la merde. Pas Mais mal. non, il y a vraiment un mec qui a réfléchi derrière. Mais ça, Ah, ça le m'inquiète. mec est connu. Le mec est connu. Il a notamment créé Ouais. une super série, moi, que j'ai adoré dans ma jeunesse. Ah non. Alors, du coup, Olivier va sur un truc. C'est Undo Stress.
Dos Tres. Dos Ça Tres. explique beaucoup de choses. Et hein. Ça ouais. explique beaucoup de Et choses. ouais. Ah, mais c'est ça! Le mec Et on a est sur le bossé même pour développement Dos de, Stress. de personnage. Hein. Oui, C'est c'est dans le même vraiment- univers. C'est dans J'ai la- préféré dans la- Windows Stress. Hein. Et d'ailleurs, petite anecdote, il a bossé pour Terminator. Donc un truc avec un Il budget a porté l'eau. beaucoup plus fort. Ouais. Il a porté Il a l'eau. porté Ça c'est l'a le beaucoup Waterboy. inspiré. Et je vous propose d'enchaîner sur la question Blitz d'ailleurs, parce que elle est relative à ça. La question Blitz. La question Blitz. La question Blitz. Comment se disait la personne, donc du coup ce super réalisateur, il y a le nom quelque part, je le retrouverai après, mais il a bossé pour Terminator, et dans l'interview que j'ai lue, il comparait le budget de Terminator avec le budget de cette série, parce qu'on a tous dit, oui bon c'est quand même un petit budget, on est dur, etc. Le budget de Terminator c'est 200 millions. D'après vous, alors, à titre de comparaison, je vous donnerai d'autres titres de comparaison après. D'après vous, sur 200 millions, lui dit, ah oui, Terminator c'est chaud. Eux, ils ont eu combien de budget? Pierre, d'après toi? 10 pesos. Romain? Des pesos, carrément. Alors, du coup, ils sont payés en monnaie Amérique du Sud. Ok. Des pesetas, je voulais dire. Ça n'a vraiment aucun C'est sens. très, très raciste, Pierre. Romain, C'est violent, quoi. Waouh. ton Pensez aux budget. pesetas. Il en a pas fait encore aussi dans ce Oui, c'est podcast. C'est vrai que c'était retenu, Mais c'était celle-là, elle est- retenu, mais celle-là, ça elle lui est échappe beaucoup toujours. mondiale, et ça, c'est C'était incroyable. soft. Romain, ton budget? Je pense que ça doit valoir l'équivalent d'un banquet avec 3 paellas. On est Ah, mais ça, c'est Ah pas, oui, ça, c'est vrai que pas c'est beaucoup raciste, mieux. par exemple. Pierre, Tout va bien. Romain, Néanmoins, c'est espagnol. Vous êtes sur BFM TV, bienvenue. Non, je crois que c'est on peut Odyssey plus rien News, là. dire. On peut plus C'est rien nul. dire. Oh la vache. Olivier, élève un peu le débat. s'il te plaît. Je crois, moi je dirais dans les 5-6 millions d'euros, un truc comme ça. Le mec vient Ouais, de googler. j'aurais dit la même Oh, chose. Benjamin Entre 4 et 6, un truc comme ça, ouais. C'était mon. Ça fait combien en pesetas, du coup? T'as les La ferme. mecs. Et en pesos. Et là, les gars, Et en on paella. va se faire On a quel censurer. équivalent? Vous tombez pile dans le mille, c'était 5 millions et la majorité, on se disait, oh, c'était que sur une seule scène, ça a été tourné à Budapest, pas du tout à Madrid. Donc c'est, voilà, 5 millions tournés à Budapest. À titre de comparaison, 3% Tres Polshan, qui est une série brésilienne, qui est une dystopie également et qui est, en tout cas pour la première saison, assez incroyable, c'est 3,5 millions. Donc, c'est des ordres de grandeur relativement similaires, je dirais. Et Game of Thrones, qui pour enterrer tout le reste, c'est 15 millions par épisode. Donc, voilà, on est sur un... C'est Mais, normal. mais normalement, sur des séries un peu classiques, si t'es entre 500 000 euros et 1 million par épisode, t'es bien, quoi. Donc, c'est pour ça que. Enfin, 5 donc, millions, ils étaient pas si voilà. mal, donc ils ont pas d'excuses, quoi. Mais ce qui est bien, Ce petit j'aime bien budget. ton point de comparaison avec Game of Thrones parce que ça prouve justement que le budget fait pas la bonne série vu que la fin de Game of Thrones c'est une des pires fins de l'histoire. Ah oui, le budget de Mandalorian, c'est 20 millions par épisode. Ah, et ça illustre bien que le budget est vital pour faire une série de qualité. Je vous propose Piégé. de prendre le contrepoint de tout le reste, les amis, et de parler positif. On avait, dans la préparation que nous avions faite, on voulait parler d'une bonne dystopie. Qu'est-ce qu'une bonne dystopie? Une mauvaise dystopie? La mauvaise dystopie, tu la vois, tu tires, c'est une mauvaise dystopie. On l'a un peu abordé, sauf si vous avez d'autres points à rajouter, les amis, je propose de passer directement au contrepoint. Qu'est-ce que nous avons aimé? Ah, Olivier avait plein de trucs à dire, mais bon. Qui réserve. Je suis dégoûté. Bon, allez, Je allons-y. prépare plus une émission. Allons-y. On fait un petit Déjà que aparté. tu rates plus les épisodes. Troisième Ouais, mais- partie. Qu'est-ce qu'on aime dans une bonne dystopie? Romain, jingle. Por un país decente y por la libertad. Ah, pour la libertà. Donc ça c'est sympa, c'est dystopien et le personnage principal, le héros qui va aller sur un grand discours, qui sauve le monde et qui enfin libère de l'oppresseur. Qu'est-ce qu'on aime dans ces bonnes dystopies qui font qu'on n'a pas aimé là? Olivier, t'as plein de choses à dire a priori. Ouais, j'ai essayé de réfléchir à ce qui m'avait manqué en gros et ce que je trouvais un peu pété au-delà de tout ce qui est pété et dont on a déjà parlé. En fait, pour moi, la fonction d'une dystopie, c'est un peu de parler de ton futur proche, voire futur éloigné, mais en gros de parler du futur et d'interroger les signaux que tu vois dans la société, enfin bref, les trucs qui vont pas bien, quoi. Ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est que, et je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, c'est que moi, aujourd'hui, ce qui me fait peur, c'est pas tant le retour d'une société ouvertement totalitaire. Ça pourrait arriver, mais j'y crois moyen. J'ai l'impression que ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, que ce soit même aux USA avec Trump, en Hongrie, enfin dans plein d'endroits aujourd'hui, c'est plutôt des
des démocraties qui petit à petit, tu vois, abandonnent une partie de leur liberté, etc., etc. Ce qu'on voit pas du tout là, puisqu'on en a déjà parlé, mais on est dans. Enfin, il y a un ou deux discours où ils sont censés être une espèce de démocratie, mais franchement, tout l'imaginaire, tous les costumes et tout ça, c'est ouvertement un truc totalitaire. Et en plus, je l'ai dit aussi tout à l'heure, mais cette histoire-là, la même, aurait pu se passer complètement à une autre époque. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce que ça parle un peu de, je sais pas, le capitalisme vraiment le fait que tu consommes autant t'enlève de la liberté et tout. Pas du tout. Là, il y a plus de capitalisme, plus personne n'achète rien. Les pauvres, ils sont devenus tellement pauvres que tu vois, ils font de la récup tout le temps, mais ils font même plus partie d'un système monétaire, ce que je trouve particulièrement peu probable. Les médias et Internet, ça a disparu. Ils ont une seule chaîne. Honnêtement, je vois aucune. On dirait la Corée du Nord, mais la Corée du Nord, ça a été créé il y a hyper longtemps, tu vois. Aujourd'hui, je pense clairement qu'on serait dans une forme de contrôle de la population qui serait hyper différente, et j'aurais été super intéressé d'apprendre ça. Même la surveillance qui est faite, elle est assez vieux jeu. On a parlé du personnage de Bégonia qui est, tu vois, très humain. Alors bon, on voit un ou deux drones de temps à autre, voilà, mais ils sont même pas badass, les deux drones, comparés à Black Mirror avec l'espèce de robot qui essaie de te buter. Enfin, on est sur un tout autre niveau, quoi. Et donc, pour moi, tu prends le même plot et tu le mets en 41, encore une fois, et c'était pareil, quoi. Et ça parle pas du tout de la société moderne. Et tu as cité ce que disait le réalisateur. Puis je suis désolé, c'est absolument pas ce qu'il est en train de faire. Il fait pas une dystopie où il raconte ce que pourrait devenir l'Espagne dans 40 ans. J'y crois pas. Enfin, vraiment pas, quoi. Non, je suis d'accord. Après, il y a un truc par contre où je pense que le côté technologique, c'est qu'ils ont essayé d'illustrer après leur troisième guerre mondiale, je sais pas quoi, une espèce de régression technologique. C'est pas en mode ils ont une technologie mais elle est pas exploitée, c'est qu'elle a progressivement disparu et les vraies ressources technologiques importantes sont aux mains de l'État. Alors après, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je te rejoins sur le côté où la dystopie devrait plutôt raconter un futur probable qu'une pure fiction scientifique. Enfin, moi, je trouve ça moins intéressant, mais ça peut être fait bien. Mais là, en c'est tout même cas, pas vrai parce que les riches, ils ont tous des super tablettes, ils ont tous des véhicules électriques et tout. Je sais même pas qui les fabrique, je sais même pas comment ça s'effondre pas, parce que là, on est quand même dans un système où tu dois avoir des usines qui produisent pour une poignée de personnes. Enfin, même économiquement, je comprends même pas comment ce monde-là, il peut fonctionner. C'est un début de dystopie presque cyberpunk, dans le sens où l'élite a accès à une technologie très développée et les pauvres n'en ont pas du tout. Enfin, c'est plus sur ce côté, je pense, de stratification sociale où quand t'es riche, t'es vraiment très riche et t'as toutes les ressources de l'État, t'as toutes les ressources technologiques de ton époque qui te sont accessibles, mais vraiment à une élite few, quoi. Et sur le côté où la basse population, la plèbe, n'a accès à rien et en mode. Mais comme on l'imagine en Corée du Nord. Ton point, Olive, il est super bon, je pense, sur la Corée du Nord, où pour moi, ce que j'imagine de ce qu'on peut voir également, il y a très peu de choses qu'on voit, on voit pas la réalité concrète, mais pour moi, j'imagine bien une élite qui assouvit totalement une partie de la population, qui, elle, n'a pas entre les mains les objets technologiques, n'a pas de contrôle de ces trucs-là. Tu dis non? Je sais pas. Après, a priori, tout ce que moi j'ai pu voir dans ces pays-là, les reportages, parce que tu as quand même des images volées et tout, ils ont accès à de la technologie, ils ont accès, etc. Mais il n'y a pas une strate comme. Parce que là, vraiment, ils n'ont rien, ils n'ont même pas un téléphone portable, ils n'ont que dalle. Et ça a l'air d'être très dangereux si tu es pris avec un téléphone portable. C'est ça que je pitche pas, parce que le plus probable, c'est que tu aurais une forme d'économie, d'exploitation des pauvres. Et la plupart des dystopies dont vous parlez, ou même du cyberpunk, oui, il y a des ultra riches. En fait, ça montre plutôt une tendance actuelle de l'ultra-concentration des richesses, mais les pauvres consomment quand même. Et souvent, d'ailleurs, ils consomment à donf de drogue et de machin, etc. Là, il y a toute forme de consommation a disparu. Ça ressemble, encore une fois, à on est pendant l'occupation où tu ne peux rien acheter, tout est rationné. Il y a pas du tout ce capitalisme poussé. Et la Corée du Nord, par exemple, oui, tu as des ultra riches et tu dois avoir les riches au pouvoir qui ont accès à bien plus de choses que les autres. Ils sont complètement hermétiques avec l'extérieur, ils ont leur propre Internet, mais ils ont un Internet. Ils ont des choses. Donc ils consomment. C'est juste que, par exemple, les habits, ça va pas être des habits qui viennent de l'extérieur
supérieur et c'est tous plus ou moins le même modèle unique avec un mélange entre du communisme et quand même du capitalisme. Enfin, on est dans des trucs plus complexes. Là, encore une fois, moi, je me suis dit, mais ça parle pas du tout de notre futur proche, quoi. Mais c'est Pas ça, en du fait, tout. on revient au manque de profondeur, en fait. Il aurait fallu l'expliquer, il aurait fallu le tisser, et si finalement, d'après ce qu'a dit le réalisateur, il est allé à la facilité, il a gerbé le truc, sans finalement tout ce qu'il fallait autour pour faire en sorte que ce soit crédible, et du coup, une critique objective, une critique détaillée, et ça, on l'a pas, juste parce qu'on n'a pas tout le reste, en fait, qui est intéressant. Exactement. Et si tu avais eu une forme de décroissance qu'a cité Pierre, moi, j'y crois, tu vois. Pourquoi pas faire une dystopie sur une forme de décroissance ? Je me dirais, ouais, carrément, c'est logique, mais du coup, ça me paraît peu probable, en tout cas même économiquement viable, que les ultra-riches, pour le coup, ils aient des super tablettes avec des véhicules encore plus modernes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est comme si tu avais eu un développement technologique qui a quand même eu lieu, mais alors que pour 100 personnes, quoi. Tu vois. Ils ont des Tesla, d'ailleurs, Romain. Et vous voyez, voilà, c'est ça. On parle de développement technologique, mais dans 25 ans, ils ont des Tesla qui sont sortis maintenant. Alors déjà, ils ont des Tesla, je sais pas où ils vont les chercher. Parce que là, il y a 5 voitures, en gros, il y a 4 Tesla électriques et une BMW. Alors, les Espagnols, je vais pas vous faire ils ont des Seat. Il y a pas de Seat. Alors, je comprends pas d'où ça sort, quoi. Et donc, du coup, ils ont des voitures dans 25 ans qui sont sorties il y a 5 ans parce que ça n'a aucun sens. Et pas sur Enfin, un marché Seat, c'est national. bien de l'abandonner, c'est une bonne idée. Mais non, je comprends pas où ils vont choper des Tesla, du coup. Non, mais ça montre un gros C'est truc. des Tesla d'occasion d'il y a Ça- 25 ans. Du coup, c'est trop compliqué pour eux. Ça allait voir sur un gros truc, c'est que la série a 13 heures pour se développer. Il y a quand même 13 heures d'épisode. Et tu as un world building qui est minable. T'apprends pas les origines de ce shiftement politique, quelles sont les conséquences des guerres mondiales, quel est le niveau technologique, pourquoi, comment. C'est-à-dire que t'as 13 heures pour élaborer tout ça. Et au lieu de faire ça, ils l'utilisent pour t'expliquer que, la fille du Premier ministre et Alex, ils vont bien ensemble. Des trucs comme ça, quoi. C'est littéralement, ils jettent par la fenêtre tout ce qui pourrait être intéressant pour développer leur univers, donner de la profondeur, expliquer des choses, pour faire du teens drama, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, la fille dont tu parles, c'est la fille du réalisateur. Voilà, Ah oui petite, Ok. La fille de Louis, ouais, c'est aussi la fille. Petit moment anecdotique, j'ai passé beaucoup de temps à lire de l'espagnol. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Benjamin. Exactement. c'est Je parce vois qu'en que tout le fait, monde juste, parle. t'as aimé, On quoi. s'inquiète pour Toi, toi, Benjamin. Bah, c'est en fait, trop j'ai triste tellement à aimé que j'ai réaliser même que pas t'aimais envie. Bah voilà, en fait, ça me dégoûte, mais je suis fan de cette série. Non, plutôt crevé. Non, mais en fait, j'étais pas mal d'accord avec ce que soulevait Olivier et Pierre aussi. Le truc, c'est que je rejoins beaucoup Pierre dans ce qu'il vient de dire. Le gros problème, c'est qu'on a une troisième guerre mondiale qu'on ne voit jamais. On est censé être dans un monde abandonné, enfin quelque part retourner un peu à la nature dans plein d'endroits. Ils disent quand même qu'il y a eu, je crois que c'est mentionné, mais je suis pas sûr, qu'on est plutôt sur une guerre qui a été de niveau atomique. Avec des Je te zones dévastées, confirme. etc. Voilà, des No Man's J'ai Land. vu tous les épisodes, je te confirme. Dans les 4 premiers, ils le disent. Il connaît la série. Parfaitement. Et du coup, à quel moment est-ce qu'on voit des zones irradiées ? À quel moment est-ce qu'on voit des vrais No Man's Land ? Les gens se baladent tous à poil dans la pampa. On dirait qu'il n'y a eu aucune conséquence. Pourquoi Parce que est-ce c'est des bombes nucléaires propres. la série est censée se passer à Madrid. Enfin, moi, si je dois lancer une guerre nucléaire, je vise pas Trujillo-les-Oies. Je vise Paris, je vise Madrid, je vise les capitales, tu vois. Et il y a rien, il y a pas un dégât sur les maisons. Il y a un côté, une sorte de patte un peu vieillotte qui a été mise sur les bâtiments. Tu sens que vraiment, ça a vécu. Mais moi, excuse-moi, je me prends une bombe H sur le coin de ma baraque. Elle est pas recouverte d'un peu de poussière et de deux, trois morceaux de merde. Pour tous Il y les a- dictateurs ça qui va un peu nous plus loin. écoutent, ceci n'est pas un mode d'emploi. Famille, charge pas. Et maintenant, nous allons passer sur le manuel. Comment fabriquer sa propre bombe ? La De bombe toute sale façon, en les 3D. décors sont nazes, il a raison. Les décors sont nazes. Vraiment, je pense que quand je me balade à Disneyland, j'y crois plus. Donc, non, mais il y a un truc qui cloche, de toute manière. Les décors, c'est des westerns des années 50. Non, mais franchement, ça n'a aucun sens. Tu vois que c'est en carton, tu vois que si l'acteur, il pousse, tout tombe, quoi. Enfin, c'est insane. C'est pour Ça ça n'a qu'ils aucun sont Mais- jamais mais proches global- du mur, d'ailleurs. Globalement, si tu veux faire une meilleure dystopie que ça, c'est simple. Il faut que l'État ou le truc, il ait une idéologie, que ça parle d'un futur proche, probable, enfin que ça analyse, que ça nous éclaire sur ce qu'on est en train de vivre. C'est quand même, tu vois. En gros, perdez pas votre temps à regarder cette série. Regardez The Handmaid's Tale. Et The Handmaid's Tale, par exemple, c'est ultra chaud. C'est dur à regarder, tu peux pas binge-watcher, parce qu'en fait, ce qui est vachement intéressant là-dedans, et pour le coup, eux, on voit vraiment une société qui a un petit peu régressé, qui est qui revient pas mal en arrière dans ses traditions, qui a toute une idéologie, etc. Et ce qui fait que c'est super difficile à regarder, c'est que ce que vivent les femmes dans cette série, c'est globalement, on sait que ça arrive à des femmes
partout dans le monde aujourd'hui, et c'est ce qui fait que c'est ultra dur à regarder parce que ça éclaire, ça interroge, ça te fait grandir en tant qu'individu, ce qui n'est pas du tout le cas là. Donc perdez pas votre temps, regardez The Handmaid's Tale ou regardez même une série qui est bien moins connue, je pense à une série anglaise pour le coup, qui s'appelle Years and Years, qui est ultra originale parce qu'en fait c'est pas une dystopie, ça commence aujourd'hui, tu suis une famille tous les ans pendant 10-20 ans là qui arrive, et tu vois justement comment une démocratie, donc le UK, à cause de à peu près des mêmes perturbations, alors je crois pas qu'il y ait une troisième guerre mondiale, mais il y a le réchauffement climatique, un peu des pandémies, des trucs comme ça, et tu vois comment une démocratie sombre dans un populisme et un État qui perd des droits, et c'est ultra bien fait et ultra intéressant, rien à voir avec ça, ou même si vous voulez, vous pouvez regarder une série Arte qui s'appelle Trépalium. Je ne sais pas si vous l'avez vue autour de la table. Ouais. Trépalium, série bourrée de défauts. Très proche, en vrai. Très proche, je trouve, de La Valla. Oui. C'est vraiment sur le même niveau à plein de moments. Pour autant, il y a quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire, on nous parle d'un futur proche. C'est-à-dire, il y a aussi un mur, mais cette fois-ci, il sépare les actifs des chômeurs dans une société où 80% de la population est sans emploi. 80% est sans emploi, d'accord. Et donc, tu te retrouves avec des trucs hyper intéressants sur le lien entre le travail et l'identité. Est-ce que tu peux te réaliser à travers le travail, ou est-ce que c'est un truc qui t'aliène? Enfin, tu as vraiment, ou même sur la croissance, le monde qui est fini. Enfin, ça pose plein de questions hyper intéressantes, même si la trame narrative a plein de défauts, un peu télénovela dont on a déjà parlé, quoi. C'était le problème, on me l'avait vendu comme ça, et c'est vrai que j'attendais beaucoup de Trépalium. Et en fait, au final, même s'il y avait des idées développé qui était largement supérieur à La Valla. Et finalement, pour prendre de la hauteur, c'est un parti pris aussi qu'on peut attendre. C'est on va aller chercher quelque chose, on a un point, on essaie vraiment de le creuser. Et d'ailleurs, Trépalium, c'est un très bon exemple parce que il se rate complètement sur tout le reste. Par contre, le parti pris est là, il est développé, il est intéressant. Et on en parlait tout à l'heure quand on parlait de budget, mais 13%, c'est à peu près du même acabit. C'est-à-dire, ils essayent aussi de créer un monde, de créer quelque chose avec des concepts. Ils essaient de creuser ces concepts-là. C'est assez maladroit par instant, petit budget également, mais c'est plus creusé. Il y a quelque chose, il y a un parti pris, il y a de la profondeur, et c'est ça qu'on va devoir aller chercher. Donc dans ta liste, je rajouterai 13%, en tout cas la saison 1, parce qu'elle est excellente dans ce style-là, dans cet exercice. Pierre ? En termes de profondeur, moi je vais revenir sur un point qui est pour moi essentiel pour justement une bonne dystopie, et qui est très brièvement, il tente de l'exploiter, mais où c'est très mal fait. C'est le côté des intérêts, de la profondeur des personnages et des institutions, dans le sens où la raison d'État, qu'est-ce qui pousse ce régime à être en place, et avoir vraiment une situation moins manichéenne, pas avoir des méchants, des gentils, mais avoir des thèmes abordés qui sont intéressants, des trucs classiques, genre la fin justifie les moyens. Qu'est-ce qui pousse à mettre en place ce régime? Quelle est la raison réaliste? C'est ça qui est bien dans ce genre de truc. C'est quand tu peux chercher une bonne raison à la situation en place. C'est quand ça fait douter ta propre moralité de te dire, est-ce que vraiment la fin justifie les moyens? Est-ce que ce qu'ils mettent en place est nécessaire pour la survie de l'humanité? Est-ce qu'un jour on y viendra? Pourquoi? Comment moi je réagirais dans cette situation? Et ça, pour moi, c'est un thème vital à ce genre d'univers qui est pas du tout exploité. C'est-à-dire que, effectivement, et on revient sur les clichés utilisés pour démontrer un État totalitaire, c'est-à-dire que depuis le début, on veut te dire que tu ne dois jamais t'aligner avec les méchants. C'est-à-dire que les méchants, c'est littéralement des nazis. Ça n'a pas de profondeur, ça n'a pas de dualité. Est-ce que tu connais, Pierre, excuse-moi Thomas, est-ce que tu connais, Pierre, cette citation qui est de Benjamin Franklin? Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. Dans les dystopies, j'aime bien en fait m'interroger sur cette phrase et pouvoir voir qu'elle est présente, parce que je trouve qu'elle est extrêmement intéressante pour des pouvoirs en place dits totalitaires, et notamment des collabos. Parce qu'on peut identifier des collabos. Tu vois, le rapport entre sécurité et liberté, est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il est questionnable? Et est-ce que finalement, il y a une cohérence là-dedans? Et je trouve que cette phrase remet ça en exergue. Et là, tu vois, par exemple, c'est quelque chose que je n'ai absolument pas trouvé dans cette série. Parce que, comme tu dis, il n'y a pas d'enjeu en fait là-dedans. Moi, je me suis posé la question exactement comme tu le disais, Pierre. C'est le seul truc à peu près sensible qui aurait pu faire sens, mais c'est tellement mal développé qu'on n'arrive pas à s'identifier. C'est les enfants. À un moment, tu peux comprendre, la seule solution qu'ils ont, c'est trouver des enfants immunes et en créer un sérum.
Ça, je me suis dit à un moment donné, est-ce que toi, tu serais prêt à accepter si c'était la seule solution? Bon, on se rend compte évidemment que c'est pas la solution et que elle est là depuis le début dans le coup des deux petites filles. Mais au final, est-ce que je me suis fait cette remarque? Donc ton point est très bon, c'est de dire, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, est-ce que tu es prêt à sacrifier l'enfance, tous les enfants finalement de ta population pour sauver le plus grand nombre et assurer une continuité historique à ton peuple et à la survie de l'humanité? Mais ça aurait été intéressant s'il l'avait vraiment pris et développé, qu'on se sente nous vraiment attachés. Mais je me suis quand même posé la question. Donc c'est peut-être, je suis peut-être le seul, mais je me suis posé cette question. Non, je suis d'accord. Moi, c'est un des trucs importants. Ouais, le conundrum éthique aurait pu être vachement cool, mais tout à fait. tu sens qu'il est pas vraiment. Là, on te le présente surtout sur. C'est plus un moteur de cette rébellion qui va avoir lieu à la fin. Tu sens que c'est pas vraiment la question que ça pose, quoi. Il y a aucun moment, la docteure à moitié à Walp tout le temps, elle est vraiment présentée comme la méchante dès le départ, quoi. Il y a aucun moment. Ce qui aurait été subtil, c'est de te montrer une personne qui essaie vraiment, parce que il y a plein de moments où on voit qu'elle n'a rien à faire de la population. Elle veut plutôt tu vois, être connue et être celle qui arrive. Enfin, tu vois, c'est plus ça, il me semble, ces moteurs, que le pouvoir, plutôt que de vraiment sauver des gens. Parce que ce qui aurait été intéressant avec ce personnage, c'est que s'il nous avait montré quelqu'un qui elle-même exprime des doutes et pas complètement résolu et se pose ces questions éthiques, nous, en miroir, on se serait posé la même question éthique. Mais tu sens que c'est pas du tout le sujet, quoi. Ça fonctionne pas. C'est pour ça que c'est aucun démon, aucun fantôme. Ouais. C'est ça, c'est un méchant très mal exécuté parce que tu peux pas du tout t'identifier, tu peux pas du tout chercher à comprendre son raisonnement. C'est ça, c'est qu'ils veulent pas que tu fasses ça. En fait. Tu pars en mode c'est le méchant, un point, c'est tout, quoi. Et donc les amis, on touche presque du doigt des choses un petit peu positives à dire sur cette série. Et sans transition, je vous propose d'aller directement, parce qu'on a un petit peu tardé, sur ce que vous avez aimé. On prend le positionnement inverse, on sait qu'on est tous déçus, que la dystopie n'a pas eu lieu, etc. Mais il y a des petites choses sympathiques. Quelles ont été ces petites choses sympathiques? Donnez-moi de l'amour. Moi, je vais me lancer. Vas-y. Excuse-moi. Du coup, moi, je voulais juste dire, j'ai aimé regarder une dystopie, même si c'est pas celle que j'attendais. C'est quelque chose que j'avais envie de voir. En fait, j'étais très, très saucé quand on a commencé à regarder la série. L'idée même de la dystopie, un petit peu comme ça, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les séries et cinéma espagnol. Donc, j'étais assez emballé. Même si j'étais déçu, ça a essayé de faire des trucs, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait pas les bonnes personnes aux bons endroits, aux bons postes, je pense. Et peut-être que le budget a été mal exploité. Mais honnêtement, ça a été plus douloureux au début qu'à la fin. J'avais quand même envie de voir où est-ce qu'il voulait en venir. Ça m'a tenu un tout petit peu en haleine. J'ai pas été client, mais quelque part, ça m'a fait réagir au moins. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que même si ça m'a énervé à plein de moments, au moins ça m'a fait ressentir des choses. J'étais pas totalement en osef, quoi. Pierre? Okay. Je suis assez d'accord. Pareil, moi, j'avais pas envie de regarder tout le début. Et il y a un moment vers la fin, je me suis pris quand même un peu plus au jeu en me disant, finalement, notamment autour du discours de Louis dont on parlait, qui amène presque des événements intéressants pour finalement retomber d'encore plus haut, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment de doute où j'ai eu envie d'y croire et où j'ai accroché à certains personnages, notamment Louis, et où j'ai commencé à me dire qu'en fin de compte, je pense que les acteurs en eux-mêmes, il y en a beaucoup, je pense, qui sont assez talentueux. Je pense pas que ce soit vraiment un cast très très négatif. Alors, sauf la petite fille, effectivement, c'est un robot. C'est-à-dire que enfin bref. Mais je pense qu'il y aurait eu quelque chose à faire avec ces acteurs et que c'est surtout la direction du cast qui a été dommage. Et voilà. On a du positif. Ouais, j'enchaîne. Moi, j'ai vraiment regardé cette série avec un mal de ventre non-stop. Vraiment, ça a été vraiment un enfer pour moi. C'est positif, le mal de ventre Non, mais du coup, j'explique. Il y a quand même un moment où j'ai eu un bonheur intense. Vraiment, ça a été génial. C'est le générique de fin du 13e épisode. Je me suis dit, yes, c'est terminé. Cette merde, je la reverrai plus jamais. On va devoir en parler, ça va encore être l'enfer. Mais c'est terminé, j'en entendrai plus jamais parler. La saison 2, ils peuvent se la mettre là où je pense. Je la regarderai plus jamais. On est sur une violence même dans du passif agressif. Très très feel good, très très feel good. C'est feel good. Olivier, toi qui es le responsable du feel good, s'il te plaît, donne-moi du bonheur. Toi qui aimes l'amour, Olivier. Je vais vous expliquer. J'ai compris les gars. Je vous ai compris. Je crois que
En fait, c'est comme ces mèmes qu'on voit tout le temps, là, expectations versus Instagram. Si t'as pas les bonnes attentes vis-à-vis de cette série, c'est très compliqué. En fait, quand j'ai compris que cette série n'était pas une dystopie, mais plutôt une série d'action, et qu'en fait, elle était pas trop là pour nous parler du futur, mais je crois, mon hypothèse, c'est plutôt pour interroger le passé et arriver à se mettre d'accord avec le passé de la société espagnole, et ben là, ça prend toute une autre tournure. Je crois qu'en fait, c'est ça qui nous a manqué, c'est les sous-textes liés à la société espagnole. Ça parle pas du tout de l'avenir de la société espagnole. Ça parle du franquisme, de la Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé en suivant. Ça parle de ça. Parce que quasiment tous les arcs importants de l'histoire, c'est des trucs qui sont arrivés. C'est-à-dire que même l'idée de voler des bébés à grande échelle, ce qu'ils essaient de faire dans ce truc-là, c'est réellement arrivé en Espagne. Ça m'a rappelé cette histoire. C'est pendant Franco, où entre 1939 et 1975, c'est pas moins d'après les estimations, parce que c'est évidemment pas très clair, c'est pas moins de 300 000 enfants. 300 000, hein, juste... mettez-vous bien ça en tête, 300 000 enfants qui ont été volés à leurs parents, d'abord pour des raisons politiques, c'est-à-dire qu'au début, tous les gens qui étaient considérés comme très à gauche, etc., on leur volait leurs bébés parce qu'on partait du principe que c'était leur devoir de les rééduquer pour que ça ne devienne pas, pour débarrasser l'influence marxiste dans la société. Puis très vite, ça va être un truc qui va arriver au niveau de la moralité, c'est-à-dire que avec le concours, parce que tout ça, ça se fait avec le concours des nonnes et de l'Église catholique, tu vas avoir tous ceux qui sont considérés comme pauvres ou qui ont des enfants illégitimes, donc des mères célibataires, etc. On va aussi leur voler leurs bébés et les revendre du coup à des riches et puissants. Donc en fait, moi j'ai vraiment eu l'impression que c'était de ça que ça parlait, de ce passé-là de la société espagnole et comment tu donnes à voir, via encore une fois une série d'actions, ce monde-là, quoi. Et juste pour finir sur cette histoire qui, quand je l'avais découvert il y a quelques années, m'avait choqué. Ils ont commencé à en parler de plus en plus de ces 300 000 bébés volés, puisque évidemment il y a très peu de documents et tout, grâce au test ADN, parce que grâce au test ADN, ils ont même une base nationale du coup en Espagne. Ça a permis à plein de familles de se réunir, puisque les bébés ont été volés à grande échelle. Et ça, c'est super triste. Et c'est là où je crois qu'il y a la vraie dystopie. C'est que le premier procès d'un docteur qui était impliqué a eu lieu en 2018. Waouh. Pas mal, pas mal. Ça aurait été... J'espère que c'est ça. Malheureusement, je l'ai vu nulle part et j'ai l'impression que c'est juste du surf pur et dur sur le fait qu'il y ait eu une pandémie en 2020. Mais en fait, c'est le cas et sans doute peut-être que c'est en trame de fond sur ce que le réalisateur avait en tête et c'est tellement choquant peut-être pour les Espagnols que c'est arrivé malgré ça de manière assez naturelle et que nous, on n'avait pas eu tout cette lecture. Donc, top. J'aurais voulu le vérifier. Je me suis dit que ça serait cool de le vérifier. J'ai pas réussi à trouver une interview. Donc déjà, l'essentiel des interviews sont en espagnol. Il n'y en a pas dans les autres langues. Enfin, j'en ai pas trouvé, et donc je sais pas si c'est ce que vraiment a voulu faire le réalisateur, mais je me dis, je vois pas d'autre explication à ce que tout le truc soit autant ancré dans le passé, autour des enfants et que, enfin voilà, et cette histoire des enfants qui se font voler et tout, moi ça m'a vraiment, dès le premier épisode, ça m'a rappelé ce sombre moment en fait de l'histoire espagnole. Donc je me dis que si c'est ça, bah déjà, ça me donne une autre coloration à la série. Ça reste une série où les arcs, les personnages sont pétés, la plupart de l'action est pas dingo, mais par contre, ça peut permettre de revisiter un passé, plus encore une fois, et j'ai déjà dit en longueur, que de questionner un futur potentiel, quoi. Du coup, pour toi, le point positif, c'est ce parallèle avec l'histoire passée, quoi. Que si tu l'utilises comme un moyen de revisiter le passé plutôt que d'interroger le futur, il y a des trucs intéressants. Et cette histoire des bébés notamment, etc., c'est intéressant. Ouais, c'est très positif. Et après, le problème qu'on a par rapport à ça, c'est moi, je voulais vous donner mon avis, mais en fait, j'ai du mal à en avoir un. Par contre, tu regardes que quand tu fais quelques recherches, la série a été acclamée. Enfin, il y a eu beaucoup de gens qui ont un côté ultra positif. Et ce pourquoi ils l'ont vu de manière positive, c'est par rapport à la situation. Ils ont aimé finalement de voir un sujet qui finalement n'était pas forcément parti pour. Encore une fois, je pense que ça sort en 2020 sans cette pandémie. Il n'y a pas du tout la même lecture pour l'Europe, je dirais, pour ceux qui ont été sensibilisés, qui ont vu cette série. Et tu vois, il y a pas mal de commentaires français, notamment sur Google, qui disent que série de fiction tristement prémonitoire, préparation du futur plus ou moins proche, similitude avec l'actualité, ça captive, c'est corrélé à ce qu'on a vécu. Et du coup, dans la manière aussi dont l'a expliqué le réalisateur, il voulait parler du futur. Donc, et c'est dommage, moi, ta lecture est très pertinente, je trouve, mais c'est vrai que malheureusement, je pense que le succès et ce
que le réalisateur explique maintenant. Alors, est-ce qu'il surfe maintenant là-dessus et qu'il avait une toute autre idée à la base? C'est fort possible. Mais en fait, elle a été vue et appréciée parce que corrélée à l'actualité. Alors que nous, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on n'a pas aimé, puisqu'en fait, il y a beaucoup d'incohérences, etc. Donc, c'est assez paradoxal. C'est possible, hein, je serais pas étonné que je sois en train de projeter et que j'ai juste réfléchi trop fort à essayer de trouver un truc positif. Hein. Ça m'étonnerait pas non plus. Hein. Mais Moi, deviens son histoire, ça m'a réalisateur. donné Moi, je envie pense que- d'entendre une série là-dessus, en fait. D'entendre vraiment une série qui parle des enfants de Franco, quoi. Enfin, c'est pas ses enfants, mais dans l'idée, quoi. C'est possible qu'il y en ait d'ailleurs. Mais Mais c'est- Olivier, c'est- juste pour ça a l'air passionnant. annoncer l'actualité d'Olivier, il est en train de travailler sur une série. C'était un incroyable teaser pour la série d'Olivier en espagnol. Il est en train Olivier est d'apprendre le fils de l'espagnol. Franco. Oliviero. Révélation. Oh là. Ouais, effectivement, cette je voulais pas en confession. parler. Ouais, exact. On a beaucoup dit qu'on allait beaucoup se livrer dans ce podcast et c'est magnifique. On y arrive petit à petit. Et l'autre truc Les positif amis- que j'en tire, si je peux me permettre, c'est que j'ai envie de regarder plus de séries espagnoles, du coup. Enfin, ça m'a donné envie de Ah, regarder ça, c'est des cool. séries espagnoles. Ouais, c'est Ça, vrai, c'est j'en cool. ai pas beaucoup regardé. Tu peux Petite regarder question- Un dos stress, très bien. Ah, c'est vrai, tu recommandes, ouais? Question Carrément, Blitz. c'est beaucoup mieux. Question Blitz et on enchaîne sur la conclusion parce que nous avons été, nous sommes étalés. Romain. La question Blitz. question Blitz. La question Blitz. Très rapidement, du coup, c'est une question qui n'a que 2 choix. Vous avez le choix entre regarder La Valla une seconde fois ou la saison 2 ou faire 13 tests PCR, un test PCR par épisode. Qu'est-ce que vous choisissez? Et nous commençons par Romain qui adore les tests PCR. Oh non, mais c'est impossible, ce choix n'est pas possible. Oh, je peux pas. Il faut que je regarde une deuxième fois la Valhalla, là. Tu peux. Ouais, je regarde une deuxième fois, tant pis. Magnifique. Olivier? Ah, c'est vraiment par... J'ai pas fait de test PCR encore et ça me stresse un peu parce que je suis très courageux. Je dois en faire un là d'ailleurs dans 2 jours, donc ça me fait flipper. Moi, clairement, je regarde La Valla parce que t'as pas dit qu'on était obligé de mettre le son ou quoi que ce soit. Donc moi, je mets directement La Valla sur ma télé, je fais autre chose. Le mec trouve la petite astuce. Malinx. Benjamin. Oh, moi, je fais les tests PCR, ça dure 5 minutes, 5 x 13, ça fait un peu plus d'1 heure, contre 13, le choix est fait. Et la douleur que j'aurai au nez sera moins violente que la douleur que j'aurai au cul. Voilà. Pierre. T'es en train de me poser la question si on veut se tirer une balle dans la tête ou se brûler vif. Moi, je me tire la balle dans la tête. Les tests PCR sans hésiter, c'est court comparé à 13 heures de torture intense, si tu veux. Enfin, tests PCR sans hésiter. Dans tous les orifices, je m'en fous. Hein. Non, ne va pas. ok, Benjamin a parlé déjà d'orifice. Restons-en là. Les amis, merci pour vos avis. On a eu de quoi dire parce que quand on s'est lancé sur la balance, on s'est dit putain, mais on va juste dire qu'on n'aime pas. Et en fait, il y a plein de choses à dire, comme à chaque fois, avec les petites anecdotes, les gros mots, les impressions de Pierre. C'est magnifique. Donc, les amis, je vous propose de conclure. On n'a pas de jingle pour la conclusion. Avis au Rémao qui va nous faire un jingle pour la conclusion. Nous sommes tout oui. Très rapidement, une note sur 5. Et je suis très curieux d'avoir la note d'Olivier qui, pour Dick and Lily, qu'il avait apprécié, lui avait mis 2,5 si mes souvenirs sont corrects. On faisait pas sur 10. Alors, juste pour... c'est je sur veux 10. pas critiquer la C'est médiation, vrai. mais on avait passé à 10. Hein. C'est vrai. On passe donc pas à passe 20 10, maintenant, on augmente au fur et à mesure. progressivement. Olivier, toi qui as détesté cette série, est-ce que tu l'as détesté plus que Dick and Lily? Combien tu lui mets? Je lui mets 0. Quoi? C'était une torture. Non, mais vraiment, c'était une torture. Mais j'ai pas dépassé 4 épisodes. C'était une torture. C'était horrible. Horrible. Olivier, quand il n'aime pas, il n'aime pas. Vivement les notes négatives. Mais il y a rien Quand pour il sauver. aime, il Vraiment, met y a la rien. moyenne. Pierre. Moi, c'est un Combien? 0 aussi. Ça a été une gymnastique mentale intense pour trouver des trucs que j'ai aimés. Et encore, c'est même pas des vrais points positifs dont j'ai parlé. Donc, ouais, pour moi, c'est un 0 aussi, quoi. Enfin, je On est sur le préférerais 0. pouvoir effacer ça de ma mémoire, en fait. On sort le 0. Benjamin. Allez, je vais être vraiment généreux. Je mets 1. Je mets 1 parce que ça aurait C'est pu bien. peut-être et que ça m'a fait découvrir les séries en vitesse accélérée en 1.25. Donc quelque part, voilà, j'ai pu Tricheur. tester autre chose grâce à ça. Et oui, moi j'arrête tous les épisodes. Hein. Mais est-ce Et du qu'Olivier coup, peut noter, voilà. 0 x 13, ça reste 0 qu'il en ait regardé 6 de plus. Ouais, c'est vrai. c'est vrai. Romain. Mais, moi, je suis dépité. En vrai, j'ai même pas envie de noter. C'est comme si j'avais envie de lui rendre la copie en disant tu te fous de ma gueule, quoi. Donc, vraiment, ça mérite même pas une note, ce truc. Non, mais ce serait vraiment faire trop de C'est tellement plaisir ça. que mettre un 0. Ça vaut rien. Ça vaut rien, en fait. Ça n'existe pas. Ça sent le vécu. Ou Je suis t'as sûr une qu'il a note déjà fait- négative. T'as déjà eu une note négative? Moi, ça m'est arrivé. Ah, mais j'ai déjà, ouais, en dictée. Exact. Franchement, Moi, envie j'ai de mis parler de moins ça. 10.
On se livre, on l'avait dit, on se livre. Mais Romain, on sent le vécu quand tu dis ça. On sent que t'as déjà fait ça. Attends. Il y a moyen, ouais. Moi, je lui mettrais un 1 également parce que à un moment donné, j'y ai même cru. Donc, juste pour cette petite spark, cette petite étincelle, moi, je lui mets un. Ça m'a plu. Olivier? Est-ce que je peux avoir le mot de la fin et dire merci Thomas pour ce beau moment? Ah, mais c'est vrai, merci. On te remercie quand même. Tu nous le paieras, Thomas. J'avoue, Tu alors, nous le paieras. on rendra à César ce qui lui appartient. À la fin de chaque épisode, on réfléchit à quel sera le prochain sur la liste. Il y en a un qui est parti sans demander son reste en prétextant quelque chose dans le four alors qu'il était 16h. Olivier, clin d'œil. D'autres qui ont sorti des séries avec des imbroglios pas possibles en graphique. Alors, Pierre, excuse-moi d'être original et de vouloir choquer l'ordre établi, quoi. Et les autres n'ont rien dit. Donc, à un moment donné, moi, j'en ai proposé 4 des séries. Le prochain alors, que nous avons choisi beaucoup d'excuses. collectivement. Mais promis, je ferai plus l'erreur de partir avant qu'on ait choisi la série. Parce que Il aura déjà choisi la prochaine. Le mec triche à chaque fois. Il trouve la prochaine, du coup, sera The Undoing. Et j'en profite d'ailleurs pour évoquer notre rythme que nous avons trouvé. Comme nous l'avons dit, ceci est le deuxième 2,5 épisode, puisqu'il y en a un qui est caché, clin d'œil. Et nous avons choisi, du coup, d'être diffusé tous les 15 jours. Donc voilà, soyez prêts, stay tuned, comme on dit, avec un petit bonus pour la semaine prochaine. La semaine prochaine étant la période de Noël, nous avons décidé de faire un épisode spécial pour évoquer notre série préférée de l'année 2020 et notre série détestée de l'année 2020. Pour conclure, et le mot de la fin sera celui-ci, j'aimerais de teaser un petit peu quelle est la série préférée de 2020 dont laquelle vous allez parler la semaine prochaine. Romain. Juste, ça me fait marrer parce que je pense qu'Olivier il regarde aucune série en entière, donc il en a pas, je pense. Mais sinon, moi, ça sera Last Dance. Donc du coup, c'est pas une série, c'est une série documentaire, et on verra ça dans 15 jours. Last Dance, cool. Pierre? Moi, je sais plus si c'était valide ou pas, mais c'est clairement The Mandalorian, et je pense que ça va être intéressant. Oh my God. Benjamin? Je pense que pour 2020, ça va être The Queen's Gambit. Ah, cool. Ce serait bien qu'on fasse un épisode sur Queen's Gambit. Olivier? C'est vrai. j'ai pas choisi encore, mais bon, pour l'instant, je vais m'arrêter sur A Suitable Boy. Waouh. Et pour ma part, Feel Good, qui est une série assez fantastique, qui m'a appris plein de choses. Les amis, merci à tous. Merci beaucoup d'avoir même trouvé des choses positives à dire sur cette merveilleuse série. Merci de m'avoir fait confiance. Je trouverai au cours de l'année 2021 des nouvelles séries qui vous ouvrent un petit peu. Heureusement que vous ne voyez pas la caméra, c'est indécent les signes que l'on me fait. Mais voilà, qui nous ouvrent sur quelque chose de culturel. Et Olivier d'ailleurs l'a très bien fait. C'était un exercice ensemble. Il a dit des choses intelligentes grâce à ce choix stratégique de pousser dans les retranchements. Voilà. Merci pour ça. Merci à vous. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Bisous. À plus.